Bonjour et bienvenue pour ce nouveau numéro du journal des biotech. Dans notre point d'actu, on passera en revue les dossiers chauds du moment avec Mohamed Kabouni, analyste biotech chez Porzampar. L'entretien est lui consacré à Nicolas Poirier, directeur général d'Osé Immunotherapeutics. Le journal des biotech, c'est parti. Et on retrouve pour notre point d'actu Mohamed Kabouni, analyste spécialiste biotech chez Porzampar. Bonjour Mohamed. Bonjour Laurent. Alors, on avait 3 dossiers à passer en vue pour ce point d'actu. On commence par Abivax. Abivax, quand même, Mohamed, il faut revenir. C'est maintenant la première capitalisation boursière des biotech françaises. Plus de 800 millions d'euros, plus 200% depuis le début de l'année. C'est un peu la success story du moment, Abivax. Ah ben oui, complètement. Ouais. C'est la surprise. Si on se replace à juste l'année dernière, 2022, la société, bon, d'un point de vue clinique, avait toujours ses fondamentaux très solides. Aucun sujet là-dessus. En revanche, le gros warning du financement était vraiment quelque chose qui était... c'était la dame... Comme pour beaucoup de biotech, oui, voilà, il y avait un peu le mur du cash qui arrivait. C'est ça, ouais. C'était un peu l'épée de Damoclès au-dessus de la tête d'Abivax. Je rappelle qu'ils sont en phase 3. Ils ont lancé une étude de phase 3, qui a priori devrait coûter entre 200 et 250 millions d'euros. Donc c'est une sortie de cash énorme pour une si petite société. Et là, coup d'éclat, début d'année 2023, ils nous annoncent une super augmentation de capital, 130 millions d'euros. 130 millions d'euros. Voilà. À l'échelle du secteur, il faut se représenter. Ça fait beaucoup à l'échelle du secteur et dans le contexte actuel. C'est vraiment quelque chose, disons, un petit peu hors du commun. En plus, ils étaient à une échéance de quelques mois de cash, pas plus. Donc là, c'est vraiment une bouffée d'air frais pour Abivax. Et encore plus impressionnant, c'est que post-AK, le cours explose. On est à plus de 100% year-to-date. C'est quelque chose que, personnellement, je n'avais pas vu venir. Et tant mieux, parce que, comme je le disais tout à l'heure, scientifiquement, cliniquement, aujourd'hui, le produit d'Abivax, obefazimod, dans la rectocolite hémorragique, il semble délivrer. Et donc, on espère qu'il confirmerait à l'issue de cette étude de phase 3. Maintenant, peut-être que cette belle performance est aussi due à une espèce de petite spéculation sur un potentiel deal qui pourrait arriver sur Abivax. C'est vrai qu'on en parle depuis plusieurs années, c'était d'actualité, ça ne l'a plus été. C'est peut-être de nouveau le cas. Donc pour l'instant, ça reste des spéculations. On ne peut pas s'avancer là-dessus, mais c'est quelque chose qui peut arriver sur le dossier Abivax. C'est quoi le news flow à attendre justement dans la RCH ? On a Abivax qui, pour l'instant, a démarré son étude de phase 3 il y a quelques mois maintenant. Donc, c'est pas tout de suite, les résultats. C'est pas tout de suite. En revanche, Abivax a très récemment publié des résultats complémentaires de sa phase 2B. C'est les résultats, c'est les résultats cliniques de maintenance de son produit. Maintenance, donc c'est à long terme. On avait eu à 1 an, on a eu là récemment à 2 ans. Et les résultats sont quand même... Enfin, ils confirment les premiers résultats qui ont été annoncés, qui étaient considérés comme bons. Et ils vont même un petit peu au-delà dans le sens où, là où on avait constaté qu'il y avait des patients qui n'étaient pas répondeurs, comme tout pour eux. Oui, ça peut arriver. Ça peut arriver dans la phase d'induction, donc à court terme. À long terme, c'est ça exactement. Ils deviennent répondeurs. Donc ça encourage les résultats d'Abivax et on espère que ce sera confirmé d'ici la fin 2025, si je ne dis pas de bêtises, pour les résultats finaux de cette étude de phase 3. Mais on aura un point intermédiaire fin 2024 avec les résultats d'induction. Il va falloir s'armer un petit peu de patience, mais quand même... S'armer de patience et de cash. Et de cash, mais on voit que finalement, s'il continue à pouvoir enlever comme ça... on va suivre en tout cas ce dossier. On voulait parler aussi de Valbiotis. Valbiotis qui présente un petit peu l'année 2023 comme décisive avec ses résultats attendus de phase 2-3 Riverside sur Totum 63. Et c'est bientôt, puisque c'est théoriquement avant la fin du premier semestre, donc juin quoi. Oui, tout à fait. Alors, c'est bientôt et je pense qu'on peut même enlever le a priori. Ça va arriver d'ici la fin juin parce que on devait avoir les résultats un petit peu avant. Il y a eu des décalages pour des problèmes de recrutement. Bon, c'est classique dans les essais cliniques, c'est des choses qui arrivent. On est assez confiant sur le fait que ça va arriver d'ici la fin du semestre parce qu'on a eu la dernière visite du dernier patient et puis le management confirme que
ça devrait sortir. Donc c'est vraiment un petit peu aujourd'hui la pierre angulaire du dossier Valbiotis, c'est ces résultats-là, d'autant que c'est en fait son partenaire Nestlé Health Science qui développe ce produit et qui va le commercialiser. Donc ça va être vraiment un catalyseur pour le titre d'ici la fin du premier semestre, d'autant qu'à la clé, si les résultats sont concluants, la société va probablement se voir verser un montant, royalty, un petit milestone. Un petit milestone, pardon. Un petit milestone suivi derrière du lancement commercial a priori par Nestlé et donc des royalties qui vont venir. Alors, bon, il y a la phase de ramp-up, etc. Donc ça ne va pas être tout de suite, et on va avoir des royalties qui vont rapidement tomber pour Valbiotis si toutefois Nestlé lance très rapidement le produit. Bon, et on l'a dit, ça c'est imminent. Et on termine par Valneva. Valneva qui a été assez volatile sur ces dernières séances à l'issue de la publication de ses résultats. Un résultat qui montre quand même une belle réduction de la perte nette. Qu'est-ce qu'on peut se dire sur Valneva? C'est que passé finalement la période un peu d'effervescence, peut-être excessive autour du Covid, on juge à nouveau la société sur ses fondamentaux et peut-être justement on se rend compte que elle mérite un peu mieux que le niveau auquel elle est à l'heure actuelle. Oui, c'est ça, ouais, effectivement. Comme on se le disait tout à l'heure, je trouve qu'aujourd'hui, le titre Valneva est peut-être un peu trop sanctionné par rapport à son passif sur son programme Covid. Alors, on a constaté que les pertes liées à ce programme-là, à l'occasion des résultats annuels, étaient quand même très conséquente. Maintenant, c'est quelque chose qui est passé en 2022, voilà, et la société est réellement tournée vers l'avenir. On le constate avec la publication des résultats trimestriels. On voit que les ventes des vaccins de voyageurs, les vaccins commercialisés par Valneva, sont en fort rebond. Sont dynamiques, hein. Oui, c'est ça. Il double sur une année les revenus de Valneva. Et a priori, la guidance de chiffre d'affaires sur l'année 2023 autour de 150 millions semble être sur les rails, quoi. Donc c'est plutôt positif du point de vue de Valneva, mais on sent quand même sur le cours de bourse qu'il y a un petit poids, une petite pesanteur, on va dire. Exactement. Ce qui crée un petit peu cette volatilité, alors que la société a quand même de très bons fondamentaux. Elle a des produits commercialisés, des produits en voie de commercialisation. Je pense à Chikungunya, qui est actuellement en train d'être revu par la FDA et avec le Priority Review aura une réponse d'ici fin août, donc AMM, pas AMM à ce moment-là. Donc ça pourrait être le premier vaccin contre Chikungunya. Potentiel pour lui. Donc un très beau catalyseur pour le titre, accompagné, bon alors ça c'est du bonus, mais c'est quand même toujours intéressant, d'un voucher qui aujourd'hui se traite à 100 millions de dollars a priori. On rappelle peut-être, Mohamed, ce que c'est qu'un voucher justement. C'est une espèce de laissez-passer auprès de la FDA qui permet en fait à la société qui dispose de ce voucher du coup d'avoir une relation, disons, privilégiée et accélérée avec la FDA en cas de soumission d'un dossier réglementaire. On voit bien tout l'intérêt que ça a. Voilà. Et à côté de ça, en plus, vous avez un très gros partenaire qui est Pfizer sur le vaccin dans la maladie de Lyme, où on a une étude de phase 3 encore également. Alors, on a quand même eu un petit contretemps à ce niveau-là, oui, effectivement. C'est des choses qui arrivent, c'est pas lié au produit, c'est qu'il y a eu un problème avec la société en charge, la société de service en charge des recrutements de patients, et donc Pfizer a décidé de sortir la moitié des patients qui avaient été inclus, donc 3000 patients sur les 6000, ça fait quand même beaucoup. C'est la moitié de l'échantillon, c'est beaucoup parce que du coup, en fait, le protocole clinique qui avait été soumis à la FDA, c'était 6000 et non 3000. Donc, Pfizer, nous pensons que Pfizer a essayé tant bien que mal d'essayer de changer ce protocole clinique et de partir que sur 3000 patients. On constate que la FDA a été fermée à cette idée-là, ce qui fait que Pfizer prend 1 an de décalage pour avoir les résultats finaux de Valor, l'étude de phase 3, qui sortiront du coup d'ici fin 2025. C'est là où on attendait peut-être que ça arrive un petit peu plus vite. On attendait plutôt fin 2024 avec une commercialisation en 2025. Là, c'est fin 2025 avec une commercialisation en 2026. Pour Valneva, ça n'a pas de surcoût à proprement parler. C'est Pfizer qui prend en charge tout ceci. L'impact réel pour Valneva, c'est le décalage de l'entrée de cash lié au milestone ou aux royalties de ce produit-là.
Bon, en tout cas, on voit un Valneva, vous l'avez dit, Mohamed, des vaccins déjà commercialisés, des beaux projets, même s'il y a eu un petit décalage. Et voilà, un cours qui pourrait peut-être se réapprécier dans les mois qui viennent. On surveillera en tout cas. Ouais. Merci beaucoup, Mohamed. Merci à vous. Tout de suite, dans le journal des biotech, c'est l'interview. Et je reçois pour l'entretien Nicolas Poirier, directeur général d'Osé Immunotherapeutics. Bonjour Nicolas. Bonjour Laurent. Allez, Osé, on le rappelle, biotech introduite en 2015 qui développe des immunothérapies first in class pour lutter contre le cancer, notamment, mais aussi pour traiter les maladies auto-immunes. Nicolas, on a beaucoup de sujets à évoquer ensemble, mais on va commencer par l'actualité récente d'Osé. Je veux parler de la décision prise en commun par Osé et Servier de mettre fin à cet accord de licence avec option, c'est important de le signaler, signé fin 2016 après les résultats négatifs de l'étude de phase 2 exploratoire dans le syndrome de Sjögren. Quelles sont les conséquences concrètes pour commencer de cette décision pour Osé ? Merci Laurent de me donner l'opportunité de revenir sur cet accord. Je vais peut-être démarrer par un peu de pédagogie sur comment a été construit cet accord. Donc, qu'est-ce que c'est un accord de licence avec option ? Un accord de licence, en général, on licencie tous les droits à un partenaire. Là, on avait un accord avec une double option. Donc, c'est un peu compliqué. C'est-à-dire que le partenaire avait la possibilité de lever l'option pour pouvoir faire du développement clinique après notre étude de phase 1. Une fois qu'on avait dérisqué l'asset, validé la pharmacocinétique. C'est un élément important puisqu'on avait un compétiteur, GSK, qui s'était un peu pris les pieds dans le tapis sur une molécule, des problèmes d'immunogénicité sur la même cible. Donc une fois qu'on a dérisqué, Servier a levé cette première option pour faire leur étude dans le syndrome de Sjögren, une étude très exploratoire, on y reverra, une indication très compliquée. Et à l'issue de cette étude-là, ils avaient la possibilité de lever l'option après leur étude ou après la nôtre, parce qu'on mène aussi une étude de phase 2 dans la rectocolite hémorragique. On va en parler. Exactement. Et donc, vous avez la possibilité de lever une deuxième option, cette fois-ci pour acquérir l'ensemble ou l'intégralité des droits sur le produit. Donc, Sjögren, indication très difficile. On a aujourd'hui rien enregistré, un marché de plus de 400 000 patients. Aucun traitement. Évidemment, beaucoup d'échecs et de résultats décevants, y compris de belles molécules. C'est important, de belles molécules qui marchent par ailleurs dans d'autres indications. Et donc, on rappelle peut-être très rapidement ce que c'est que le syndrome de Sjögren. Voilà, alors c'est une maladie auto-immune qui attaque principalement certaines glandes, notamment les glandes salivaires ou les glandes lacrymales, donc des patients qui n'ont plus de salive, plus de larmes. Donc c'est vraiment très, très, très embêtant comme maladie. Et aujourd'hui, on n'a rien qui marche. C'est une maladie auto-immune plutôt orientée, drivée par les lymphocytes B, qui sont certains types de cellules, qui pour le coup... Plutôt les femmes, je crois. Exactement, comme malheureusement beaucoup de maladies auto-immunes. Et ces lymphocytes B... le rôle de l'IL-7, donc la biologie qu'on cible, est quand même, pour les lymphocytes B, très très faible sur rationnel biologique, voire assez inexistant. On cible surtout, nous, les lymphocytes T. On a un petit peu d'indications scientifiques du rôle des lymphocytes T dans la maladie de Sjögren, dans le syndrome de Sjögren, mais c'est quand même très minime par rapport aux lymphocytes B. Donc c'est pour ça que c'était une étude très exploratoire pour à la fois étudier est-ce qu'il y a un impact de l'IL-7, puisque ça aurait été très nouveau et il n'y a rien qui marche, donc il fallait bien tester des nouvelles choses. Bien sûr. Mais aussi explorer davantage le rôle des lymphocytes T. Et donc, effectivement, sur la base de ces résultats de phase 2 exploratoire négative, les laboratoires Servier se sont repositionnés et réfléchis à la suite. Ils ne sont pas dans la rectocolite hémorragique, ils ne sont pas sur ce marché, ils n'ont pas les forces de développement, ils n'ont pas les forces commerciales. Et nous, à l'inverse, on est convaincus depuis 2012, on a démarré ce programme, que l'indication où a le plus de rationnel biologique, c'est la RCH pour l'IL-7. Donc on ne change pas de position et on souhaite absolument avoir un partenaire qui donne toutes les chances au produit et qui est également présent et un acteur majeur du marché pour avoir le maximum de valorisation. Et donc on s'est retrouvés autour de la table avec d'un côté, eux, une priorisation de portefeuille où la RCH n'est pas stratégique et n'est pas leur secteur d'investissement principal. Et nous, à l'inverse, une volonté vraiment d'avancer. Et dans ces contrats, on a des droits qu'on peut licencier un partenaire, mais il a aussi des devoirs. L'obligation de développer le produit. Dans les deux sens quand même. Exactement. Donc si la phase 2 RCH est positive, notre partenaire avait l'obligation de développer. D'accord. Et donc vu que ce n'est pas leur décision ou leur choix stratégique, on a préféré d'un commun accord effectivement d'arrêter. C'était dans leur intérêt et dans le nôtre aussi, puisqu'on est maintenant à 9 mois de la lecture de cette étude clinique. Donc on a démarré le programme en 2012, ça fait 10 ans, pour arriver à ce résultat de phase 2 qui est le point d'inflexion. C'est là où la valeur se génère sur les produits en immunothérapie. Et donc, c'était vraiment dans notre intérêt, et je suis plutôt très satisfait et même fier de récupérer l'entièreté de la valeur avant les résultats plutôt qu'après.
Bon. Parce qu'au moins, on a la maîtrise et de ce qui va se passer dans les mois Exactement. à venir. Vous l'avez un petit peu évoqué, Nicolas, on va y revenir, parce qu'on savait effectivement, vous l'avez dit, sur le syndrome de Sjögren, indication compliquée, pas de traitement, et un mécanisme d'action qui restait à prouver. Qu'est-ce que quand même, vous pouvez dire, ça va être l'occasion de revenir sans doute sur le mécanisme d'action de votre candidat médicament, sur les investisseurs qui pourraient se dire, oh mon Dieu, si Servier s'en va, c'est peut-être aussi qu'ils s'inquiètent des résultats possibles de l'étude de phase 2 dans la rectocolite hémorragique. Non, comme j'expliquais, c'est vraiment... c'est pas le même mécanisme d'action. C'est un partenaire. Si j'avais voulu acquérir les droits pour la rectocolite hémorragique, ils auraient pu le faire dès 2016. Donc il y avait vraiment une option pour explorer dans le Sjögren. Comme je disais, le Sjögren est une maladie très drivée par les cellules B, à l'inverse de la rectocolite où on a plusieurs cellules immunitaires, mais le rôle des lymphocytes n'est plus à démontrer. La biologie de l'IL-7, je peux prendre un exemple assez simple, depuis longtemps est connue. Si vous prenez une souris, vous lui faites exprimer de l'IL-7, elle développe une colite. Vous injectez de l'IL-7 à des patients, ça a été fait, ces patients ont tous leurs lymphocytes qui migrent dans le côlon. Donc on a ce lien préclinique et clinique évident. D'accord. L'IL-7 drive la réponse des lymphocytes dans le côlon. Donc l'indication, elle est claire. Dans le Sjögren, ce qui est important aussi, c'est qu'on n'a aucun signal négatif de tolérance, une bonne pharmacocinétique qui était un risque, comme j'expliquais, et un élément majeur de différenciation par rapport à la compétition, notamment GSK. Donc on avait convaincu Servier, on avait publié dans Nature en 2018 qu'on était très différents, pour des raisons très techniques d'internalisation, notre produit n'internalise pas. Donc on a validé ça chez des patients maintenant. Donc cette étude de Sjögren nous permet d'avancer. Et puis la RCH est là maintenant devant nous à 9 mois. Le rationnel biologique le plus évident pour l'IL-7 et les besoins médicaux, c'est à la RCH, où on a aujourd'hui un énorme marché, alors beaucoup de compétition, mais plus d'1,5 million de patients ont besoin de recevoir une thérapie dans la rectocolite hémorragique. Et aujourd'hui, plus de 50% des patients sont soit en impasse thérapeutique, soit ont besoin d'alternatives, puisque les taux de rémission durable, quand bien même des toutes nouvelles molécules sur lesquelles il y a beaucoup d'intérêt pharma, c'est autour de 30% de rémission durable. Donc ça veut dire encore de traitement définitif. Exactement. C'est pour ça qu'on a de l'intérêt pharma. On voit plus récemment l'acquisition de Prometheus par Merck pour 10,8 milliards juste après une phase 2 dans la rectocolite. Donc on voit bien ce point d'inflexion qui est là juste devant nous à la fin d'année et l'appétit du secteur encore pour des molécules innovantes dans cette indication. Alors justement, bah oui, voilà, Osée qui retrouve les pleins droits de propriété intellectuelle sur cet actif. On revient quand même justement, vous l'avez déjà évoqué, sur l'état d'avancement de cette étude de phase 2, c'est Cotikis et la date attendue de communication des premiers résultats. 9 mois, vous l'avez dit, c'est ça? C'est ça, on attend... alors le premier catalyse, ça va être la fin du recrutement. C'est là maintenant une question de quelques semaines, quelques mois. Troisième trimestre de cette année, si tout va bien, voilà. Fin du recrutement, on l'espère même peut-être un petit peu avant. Ce qui nous permettrait, et donc ça va être un catalyse important, puisqu'après, une fois qu'on a le dernier patient recruté, le endpoint est à 10 semaines. Donc c'est facile de calculer quand est-ce qu'on va pouvoir geler la base de données cliniques, 1 ou 2 mois pour l'analyse. Donc on arrive sur décembre, fin d'année, les résultats principaux. Ce qu'on appelle en induction, c'est-à-dire 10 semaines de traitement, on est en aveugle, placebo versus le produit, et on regarde l'efficacité, la rémission, etc. Et puis après, on a un deuxième élément important aussi, qui sont les premiers résultats en maintenance. Plus de 6 mois de thérapie dans une étude où on a une partie en follow-up, qui là est attendue sur la deuxième partie de l'année. Évidemment, tout va dépendre. Tout est drivé maintenant par le recrutement. Dès qu'on a fini le recrutement, on sait quand est-ce qu'on a le résultat d'induction, puis après de maintenance. Vous allez communiquer là-dessus sur le dernier patient? Effectivement. Oui, on tient à tenir informer nos actionnaires, évidemment, de quand est-ce qu'on finit le recrutement, pour que derrière, tout le monde sache exactement quand est-ce qu'on pourra annoncer ces résultats d'induction, puis de maintenance. Bon, en tout cas, voilà, on a un petit peu le séquencement, on voit, c'est assez clair. Question peut-être un peu naïve comme ça, est-ce que la décision de Servier est là un impact sur la visibilité financière du groupe? Dernière communication, c'était visibilité jusqu'au deuxième trimestre 2024. Ça ne change rien du tout, parce qu'effectivement, on était dans un accord où on payait, on est sponsor d'études de phase 2, on payait l'intégralité des coûts, c'était déjà intégré dans notre plan de financement. On ne remboursait rien, on ne refacturait rien, pardon. On n'était pas remboursé par Servier sur ces éléments-là, donc ça ne change pas notre visibilité, en tout cas à court terme, sur les 12 prochains mois. Et à l'inverse, ça peut changer notre visibilité, comme on l'a compris, à court, moyen terme, sans parler d'acquisition record à 10 milliards comme Prometheus, on l'espère, évidemment, pour tout le monde. Mais on a récemment eu un benchmark, puisqu'on a 2 autres anti-IL-7 récepteurs aujourd'hui en développement clinique, avec 2 deals en 2021-2022, donc très récents. Et donc quand on voit ces deals post-phase 1 ou post-phase 1B, avant même d'avoir les résultats cliniques qu'on pourrait avoir, donc des programmes qui sont moins avancés que les nôtres. On a eu Zurabio qui a racheté le SPAC dans lequel il y avait l'anti-IL-7 récepteur de Pfizer, on était sur un deal de 600 millions. Donc
On voit que les fonds américains aussi price la valeur de cette cible. Bien sûr, c'était au moment ils sont en pleine phase 1B. Et puis on a eu Horizon Thérapeutique qui a racheté aussi l'anti-L7 récepteur de Q32, qui était une spin-off de BMS. Pareil, 50 millions de front, plus de 650 millions d'euros de valorisation. Donc on voit des accords récents sur la même cible, le même anticorps, moins avancé que le nôtre, autour de 600 millions d'euros. Ça donne aussi une idée un petit peu de la valeur de l'asset avant même que la phase 2 ne soit positive dans la rectocolite. En tout cas, on voit que cette indication, elle intéresse effectivement beaucoup en ce moment. On a beaucoup parlé d'OSE 127, forcément, ce n'est pas le seul actif dosé, il y a Tedopi, on en oublierait presque, vaccin contre le cancer. Quels sont les prochains développements significatifs à attendre cette année sur Tedopi ? Tedopi, on est dans une année charnière. Déjà, c'est le vaccin contre le cancer le plus avancé au monde. On parle beaucoup en ce moment de BioNTech qui a publié la semaine dernière. Là aussi, c'est revenu beaucoup sur le devant de la scène. Évidemment, parce qu'en fait, on a eu l'enregistrement des anti-PD en 2014. Ça va faire presque 10 ans, on investit à fond dans ce qu'on appelle les checkpoints, lever les freins. Et on se rend compte que lever les freins de la réponse immune, ça marche chez certains patients. Et là, on a une réponse active, mais pas la majorité. Oui. Donc, une fois que... C'est comme une voiture, si vous voulez. Si elle est sur du plat, vous levez les freins, s'il n'y a pas, à un moment donné, l'accélérateur, ça ne marche pas. Et donc, la technologie de vaccination, qu'elle soit ARN ou peptidique, c'est la même chose. On vient activer, éduquer les lymphocytes à répondre contre la réponse tumorale. Donc, on a Moderna qui vient de finir une phase 2 il y a quelques mois dans le mélanome, avec des résultats, 44% de réduction de la récurrence, donc de la repousse tumorale, chez des patients à des stades très précoces. BioNTech qui vient d'annoncer des résultats de phase 1 encourageants dans le cancer du pancréas. On a nous aussi une étude de phase 2 dans le cancer du pancréas en combinaison et on espère avoir des résultats maintenant l'année prochaine. Et puis on a ces premiers résultats de phase 3 randomisés qu'on a dû interrompre pendant la pandémie, puisqu'on était dans le cancer du poumon, où on a montré 41% de réduction du risque de mortalité. Donc Moderna, c'est 44% de réduction de repousse de la tumeur, récurrence à un stade précoce. On est au stade très avancé métastatique, 41% de réduction, pas de la repousse, de la survie. Enfin, de la mortalité, pardon. Mortalité, Exactement. Donc, ça, c'est les résultats sur lesquels, vraiment, c'est des résultats très forts. On a une étude randomisée, phase 3, dans un marché après échec au checkpoint des antibiotiques où il n'y a rien enregistré. Aujourd'hui, le standard of care, c'est toujours la chimiothérapie. Donc, on a montré 41% de réduction de mortalité par rapport à la chimio, 3 fois moins de toxicité, meilleure qualité de vie, où on a, dans une phase 3, les patients qui recordent eux-mêmes comment ils se sentent, ce qui nous a permis d'avoir des accès compassionnels en Europe. On vient d'obtenir le feu vert de l'agence européenne et de l'agence américaine pour une nouvelle étude de phase 3 confirmatoire, cette fois-ci, dans la même indication, après en deuxième ligne. La première était en troisième ligne, donc les anti-PDA se sont repositionnés en première ligne. Maintenant, on va pouvoir aller adresser ce gros marché de la deuxième ligne. On travaille sur la base des recommandations, notamment de la FDA, sur un biomarqueur compagnon. On doit recruter les patients sur un test PCR très simple qui s'appelle le HLA-A2. 45% de la population est éligible s'ils ont le bon HLA, ce qui permet au vaccin de marcher. Ça nous permet de sélectionner les patients répondeurs biologiquement. Donc on travaille sur ce test-là dans les mois qui viennent afin de pouvoir déposer avant la fin de l'année à la fois le protocole de phase 3 mais également le biomarqueur, le test compagnon diagnostic qui permettra de faire l'enregistrement en même temps. Donc tout ça c'est les mois qui viennent devant nous et on espère pouvoir lancer cette étude d'ici la fin de l'année. Donc lancer l'étude de phase 3 confirmatoire d'ici fin 2023. Exactement, c'est l'objectif. Donc une année importante sur la fin d'année. Il va s'en passer des choses. On a parlé de ce partenariat avec Servier, partenariat qui a pris fin, mais là aussi, c'est pas le seul. Il y a cet accord avec Boehringer Ingelheim sur le développement d'OSE 172 dans le carcinome hépatocellulaire, cancer tête-cou. Il y a aussi le partenariat avec Veloxis, cette fois-ci sur FR104, dans la transplantation rénale. Là aussi, est-ce qu'on s'attend à des nouvelles cette année, histoire de compléter le calendrier ? Exactement, c'est ce qui montre la richesse d'OSE, ce portefeuille qu'on a construit depuis 10 ans, diversifié, en cours d'inflammation avec des produits propriétaires, des produits avec des partenaires, des phases 3, des phases 2, des phases 1, et puis on reviendra sur la préclinique. Voilà, il y en a un peu dans tous les sens, c'est vrai que ça. C'est pour ça qu'il s'en est fait naissance. Exactement. Donc BI, c'est Boehringer, gros partenariat pour nous, très structurant, à la fois financièrement mais également en développement. Oui, parce qu'il y a beaucoup de royalties à la clé si les développements se passent c'est un deal à plus d'1 milliard si ça va jusqu'au bout. On a déjà reçu plus de 60 millions aujourd'hui. Donc ils mènent en ce moment 2 indications dans des études pour explorer l'efficacité, cancer du foie, cancer ORL, tête et cou.
où, en fait, dès le début, on les a convaincus qu'on avait un avantage, et c'est ce qu'on a publié, par rapport aux anti-CD47, notamment dans les tumeurs solides, pour des raisons à la fois biologiques et de sélection de la cible. C'est ce qu'on a pu montrer dans la première étude de phase 1, où on avait un taux de contrôle de la maladie de plus de 45% en monothérapie, là où les anti-CD47 n'ont presque rien montré en termes d'activité. Et donc c'est cette conviction aujourd'hui, avec quelques réponses aussi, en monothérapie, puis en combinaison avec leur anti-PD1. Et donc c'est cette étude qu'ils ont lancée maintenant il y a environ 1 an, dans ces 2 indications où on explore en combinaison notre produit SIRPalpha avec leur anti-PD1, avec des résultats, on l'espère, des premiers résultats d'efficacité qui pourraient tomber d'ici la fin d'année ou l'année prochaine. Là, je n'ai pas la maîtrise du calendrier sur Boehringer. Fin 2023, peut-être début 2024. Exactement. Et puis sur Veloxis, donc un partenaire moins connu sur le marché américain qui est aux États-Unis, spécialisé dans la transplantation. Donc ça, c'est aussi quand on revient par rapport à l'accord précédent avec Servier. Là, on a un partenaire qui est spécialisé, focus, transplantation. La priorité stratégique. Et qui a pris les droits que pour la transplantation. Donc, c'est leur axe stratégique, c'est leur priorité. Ils viennent de finir une étude clinique de phase 1 où on évalue, cette fois-ci, là, ils ont évalué le produit en sous-cutané pour aussi aller tout de suite au marché parce qu'on sait que la transplantation, c'est un traitement à vie. Donc, il faut des commodités pour les patients afin d'avoir non seulement un remboursement, mais aussi une capacité de pouvoir commercialiser le produit. Et en ce moment, ils se préparent donc à lancer leur étude de phase 2 d'efficacité, soit en Europe, soit aux États-Unis. Et donc, on devrait avoir un démarrage de l'étude cette année. Démarrage de cette étude dans la greffe rénale en phase 2 cette année. Cette année, 2023, décidément. C'est l'année charnière. J'allais terminer sur... Quelles sont vos 2-3 grandes priorités stratégiques pour l'année en cours? Mais finalement, on les a déjà un petit peu, j'imagine. Je vais les faire pour vous, puis vous allez me dire si je me trompe. Des résultats de phase 2 positifs dans la RCH, peut-être le démarrage de phase 3 sur Tedopi, et puis ces études avec les partenaires qui vont commencer. Alors je mettrai les partenaires, on n'a pas la maîtrise du calendrier, donc ça, on continue de travailler. Non, je dirais évidemment, la RCH, c'est notre priorité number one, finir le recrutement et aller chercher ce point d'inflexion. Tedopi, les équipes cliniques et de développement sont focus à préparer le biomarqueur compagnon et le protocole lancé cette phase 3. Et puis, il y a un élément très important, on parlait de la richesse du portefeuille clinique. On a aussi, et ça je pense c'est bien connu, une richesse scientifique au niveau de l'équipe recherche, beaucoup d'innovations, beaucoup d'opportunités. On a maintenant 3 produits en développement préclinique, sur lesquels on a de l'activité répétée, démontrée en termes d'activité. On a le OZ230, le BKL7 et CLEC. C'est 3 programmes qui peuvent rentrer en clinique dans les 3 prochaines années. D'accord. Donc c'est à la fois énormément d'opportunités, aussi de responsabilités en tant que dirigeant, de trouver les moyens d'avancer. Et donc on va être assez transparent. On ne pourra pas tout développer tout seul. Ça, c'est une évidence. On a notre business model qui est quand même à la fois de développer des produits en propriétaire pour générer davantage de valeur, mais aussi d'aller chercher des partenariats, notamment quand on cible des grandes indications, il faut des grands investissements. Bien sûr. Et donc, sur ces 3 produits, on met beaucoup d'énergie cette année sur 2023 pour aller chercher 1 ou 2 partenaires, probablement sur ces 3 assets. Exactement. C'est là où on a signé historiquement avec Servier, Boehringer, Veloxis arrivé après cette phase 1. Pour donner un maximum de chance à ces produits-là et nous rester un peu plus concentrés cette année sur l'IL7 récepteur, puis lancer Tedopi. Et on verra ensuite, en fonction des résultats, si on peut faire rentrer un nouveau programme propriétaire et puis 2 nouveaux accords industriels, on l'espère, je croise les doigts. Sur 2023-2024, en tout cas, on y met toute l'énergie pour que ça marche. Bon, voilà, des résultats, des lancements d'études, des partenariats peut-être, un calendrier chargé en 2023, il va falloir revenir nous en parler. Merci beaucoup Nicolas Poirier, directeur général de The Immunotherapeutics. Merci. Merci, au revoir. Le journal des biotech, c'est fini pour aujourd'hui, mais on se retrouve dans 2 semaines pour un nouveau numéro.